Bonjour Léa, Bonjour. est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Alors, comment vas-tu? Bien et vous? Eh bien. Alors, on va reprendre en fait là où on en était la dernière fois. Ça me semble être important au vu de l'évaluation que tu as dans quelques jours. C'est quand d'ailleurs l'évaluation de manière précise? Jeudi de 8 heures à 10 heures. D'accord, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se repencher un petit peu sur notre chapitre sur pourquoi et comment s'engage-t-on. On avait travaillé la dernière fois sur les déterminants sociodémographiques de l'action collective. Ça nous avait permis de cerner certains enjeux, notamment par rapport à la corrélation entre bénévolat, âge et génération. On était rentré un petit peu dans des considérations économiques et démographiques. Ensuite, on avait fait un point sur pourquoi pas sur ce qu'on pourrait appeler la fin des militants, et on avait étudié quelques données. Et là, il me semble important de travailler sur le motif, de cet engagement individuel. Alors, je vais essayer de mettre ça en plus grand. Est-ce que tu vois là déjà? Pas trop bien, c'est un peu flou. Un peu flou, hein. Alors attends. Est-ce que là c'est encore flou? Non, là, c'est bon. Très bien. Alors, oui, d'ailleurs, à propos des références que j'utilise pour les cours, moi j'utilise personnellement le manuel Belin. J'ai pas d'action chez Belin, c'est juste que j'aime bien sa clarté, j'aime bien son efficacité documentaire et surtout sa construction. Voilà. Donc en général, les documents que j'utilise pour les cours sont issus de ce manuel-là. Ok. Alors maintenant, sur le premier point qui porte donc sur l'intérêt de l'engagement en politique et surtout sur sa rationalité, je vais donc lire un petit peu ce qui est indiqué et en fonction, on pourra, enfin tu feras l'exercice. C'est pas vraiment un exercice, c'est un petit entraînement. Alors, vous êtes salarié d'une grande entreprise dans laquelle une hausse de salaire de 20 euros par salaire et par mois est demandée par le syndicat majoritaire. Face au refus de la direction, un jour de grève est décidé. Si vous faites grève, 100 euros seront retenus sur votre salaire. Vous savez de sources sûres que la direction cédera si 70% des salariés cessent le travail. Complétez le tableau, expliquez quel est votre choix, surtout quel choix semble rationnel. Alors, on a ici deux colonnes avec plus de 70% des salariés décident de faire grève et moins de 70% des salariés décident de faire grève, et deux lignes, gain annuel si vous décidez de faire grève, et gain annuel si vous décidez de ne pas faire grève. Alors, est-ce que tu peux déjà me dire si tu as saisi l'enjeu et le cas échéant remplir ce tableau? Oui, ça va, j'ai compris, oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la manière dont on pourrait le remplir? Euh, je relis juste le tableau vite fait. Pour la case plus de 70% et euh, le gain annuel si on décide de faire grève, Oui, je pense que... Ah, je vois pas. Euh, qu'il y a une hausse de salaire de 20 euros. d'accord, d'accord. Alors, pourquoi il y aurait enfin, je vais te poser la question de manière plus concrète. Est-ce que pour toi, d'après ce qu'on nous dit, est-ce que l'engagement en politique est rationnel? Est-ce que il est guidé par la rationalité économique? Ah, j'en ai aucune idée. Alors, toi, dans ton quotidien, en tout cas ton futur quotidien, si tu es amené à voter dans quelques temps, est-ce que, selon tes convictions, qui sont bien évidemment personnelles, mais est-ce que l'engagement politique a une rationalité dans un but économique? Par exemple, je prends un exemple économique récent, il y a eu un abaissement de la TVA pour les auto-entrepreneurs qui est passé désormais à 25 000 euros. Donc ça, si tu veux,
ça concerne à peu près 155 000 entrepreneurs d'après le ministère de l'économie. Et donc, c'est une mesure qui est de nature à restreindre la rentabilité économique de ce secteur-là. Bon. Alors, certains qui sont engagés politiquement dans les auto-entrepreneurs vont pouvoir donc expliquer aux gouvernants que la mesure est de nature à baisser leur rentabilité. Donc, ils peuvent s'engager ensuite en politique pour défendre cet objectif, c'est-à-dire que la mesure soit supprimée, ce qui, eux, leur paraît rationnel. Mais est-ce que d'un point de vue rationnel et surtout économique, selon toi, est-ce que l'engagement politique que là j'ai illustré à partir de cet exemple-là, des auto-entrepreneurs et de l'abaissement de la TVA, est-ce que c'est quelque chose qui va avoir euh, une rationalité économique et que là, par exemple, sur ce qu'on nous dit, en gros, on est salarié d'une boîte dans laquelle il y a une hausse de salaire de 20 euros par salarié par mois, et elle est demandée, donc ça c'est ce qui va être demandé au patronat en réalité, par le syndicat majoritaire. Donc il y a un refus du patronat, donc il y a une mobilisation qui est décidée, et donc si on fait grève, 100 euros retenus sur le salaire, si on sait que la direction cédera, si 70% des salariés cessent le travail. Donc on est un peu face à un compromis, face à une ambivalence. Donc est-ce que selon toi, ça serait quoi le mieux là pour les salariés de cette entreprise qui est sous tes yeux? Euh, Bah, de pas faire grève parce que sinon il y a une perte de revenus assez importante. Effectivement, bien sûr, il y a une perte de revenus conséquente. On nous imaginait qu'ils sont payés au SMIC. Alors, est-ce que tu peux me rappeler ce qu'est le SMIC? C'est le prix le plus bas de salaire, je crois que c'est 1 200 euros. Alors, est-ce que déjà tu sais ce que signifie SMIC? Absolument pas. Alors, le SMIC, c'est le salaire minimum de croissance, donc qui correspond au salaire horaire qui va être perçu par l'intéressé. Donc, bien sûr, on passe du brut au net, mais surtout l'intérêt du SMIC, c'est que depuis le 1er novembre 2024, le montant du SMIC mensuel, il a pas évolué. En février de cette année, il s'établit toujours à 1 801,80 € par mois brut, donc environ 1 400, tu as effectivement raison, 1 426 € et 30 centimes par mois net. Donc ce SMIC-là, on ose imaginer que c'est ce qu'ils vont percevoir ces individus, et donc effectivement, ça n'a pas de but rationnel, puisque dans une perspective d'économie, en réalité, ils n'ont aucun intérêt à faire grève. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'engagement politique, la rationalité, elle va surtout être intéressante à observer, mais du point de vue macro, du point de vue microéconomique, là vraiment dans l'analyse de chaque individu, c'est pas forcément intéressant. L'individu, par nature, prend en compte ses intérêts personnels au détriment de la collectivité. Bon, alors, je pense que tu as bien saisi les enjeux de ce document. Alors, est-ce que tu as des questions sur ce document? Non. D'accord, très bien. Alors, je vais passer désormais au deuxième document sur ce point-là, et après on fera des révisions sur le chapitre. Alors, le rôle des incitations sélectives. Alors, je te laisse prendre connaissance du document. N'hésite pas si tu as des questions sur les termes. Ok. Closet shop, c'est fermer la boutique, quoi, en gros. Alors, le close shop, c'est quelque chose qui avait effectivement, et le rappel à juste titre, été pratiqué en France par notamment des syndicats, entre autres celui de la CGT. C'était un système oui, trivialement, on peut appeler ça fermer boutique, oui, si tu veux, mais c'était un système qui était un petit peu spécial, qui était conditionné effectivement à l'adhésion à l'organisation, ce qui éliminait un petit peu le concept du free passenger, le passager clandestin. Mais ouais, c'est ça, c'est le fermer boutique, si tu veux. Ok.
C'est bon? Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais donc m'expliquer avec tes propres mots ce qu'est le concept ou le comportement, pour être plus précis, de passager clandestin? C'est quelqu'un qui profite, je ne sais pas si c'est des biens, enfin c'est appelé comme ça, mais qui profite d'un avantage d'un autre sans payer ça, quoi. Effectivement, ouais, c'est tout à fait ça, c'est juste. Alors, est-ce que tu as un exemple de passager clandestin? Euh, une personne qui habite, enfin un SDF qui habite dans la rue et il profite de l'éclairage public. Ouais, ça peut être un exemple, effectivement, d'un sans-abri, oui, qui peut profiter de de l'éclairage public. C'est souvent un exemple qu'on vous donne dans les manuels. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était l'exemple du lampadaire, je m'en rappelle bien. Juste, alors, c'est bien. Alors, sur les manuels, a raison de te le demander. Moi, j'ai un peu reformulé la question. Là, il nous parle de mécanismes. Oui, bon, ça peut être des mécanismes. Mais déjà, est-ce que tu as compris ce qu'étaient les fameuses incitations sélectives? Incitations sélectives, qu'est-ce que c'est? Euh, le pire, c'est qu'on en fait que d'en parler en classe, mais j'arrive pas jamais à m'en rappeler. Alors, déjà, ok, ça peut être une chose. Alors déjà, de manière littéraire, alors incitation, qu'est-ce que c'est une incitation? Euh, c'est quelque chose. Enfin, on incite quelqu'un, par exemple, à faire quelque chose, donc à venir faire le même truc que nous. Oui, on peut tout à fait inciter quelqu'un à accomplir une action, mais en l'occurrence, là, on nous dit, on nous rajoute un épithète, un adjectif épithète sélective. Donc, elles sont sélectives, ces incitations-là. Donc, on nous dit, ça peut être effectivement des prestations et avantages accordés aux membres d'une organisation, d'une structure qui mobilise. Mais est-ce que ces incitations-là, parce que là, on nous le dit, mais je veux voir si tu as réellement compris, est-ce que ça peut aussi être des incitations sous type de contrainte, sous forme de contrainte? Oui, je pense, oui. Alors, et pourquoi ça pourrait être des exemples, des incitations de contrainte? Euh, comment expliquer ça? Euh, par exemple, là, je reprends le même exemple que tout à l'heure. J'incite quelqu'un à venir faire le même sport que moi. Bah, forcément, pas forcément que lui, il en a les mêmes envies que moi. C'est un peu forcé. Effectivement, ça peut être tout à fait rapporté à notre exemple là, en l'occurrence sur ce texte d'Éric Neveu. Donc, de manière générale, ce qu'il faut retenir sur les incitations sélectives dans le cadre de l'action collective et de la mobilisation sociale, c'est que elles vont avoir un rôle de drainage. Elles vont drainer les individus vers la réalisation et l'accomplissement des mobilisations, que ça peut être des mobilisations, là on nous cite un exemple en Bretagne à juste titre, les mobilisations paysannes dans les années 60. Il y a eu un sociologue qui a beaucoup travaillé là-dessus, Frank Elegoet, qui est breton d'ailleurs, et qui nous a permis de cerner maintenant des décennies après, que ces stratégies, ces processus euh, ont des effets assez importants, notamment sur euh, l'accomplissement de ces mobilisations, mais également, c'est un peu l'effet pervers, parfois on a du passager clandestin sur ces incitations sélectives. Donc, en réalité, ces mécanismes vont être tout à fait imbriqués, mais ça va être surtout des conséquences. Une incitation a une conséquence à moyen terme, si ce n'est à très court terme en réalité. Maintenant, je prends un exemple, tu vas à la CGT, à la Confédération Générale du Travail, qui pratique souvent ce principe d'incitation sélective. Bah, dans le cadre de mobilisation, là actuellement, ce qui est au cœur de l'actualité, c'est bien évidemment le conflit israélo-palestinien. La CGT surfe un petit peu sur cette vague-là et donc utilise des incitations sélectives pour mobiliser les individus et en même temps, dans le cadre de ces mobilisations-là, on va avoir certains types d'individus qui vont en profiter, qui donc vont s'apparenter à un phénomène de passagers clandestins. Bon, alors maintenant.
on nous demande, et c'est un exercice assez intéressant, d'interpréter une donnée. En l'occurrence, là, Manuel nous dit l'incitation à se mobiliser passe-t-elle forcément par une sanction des non-participants? Est-elle forcément matérielle? Alors, je pense que la première partie de la question nous semble plutôt simple, et donc je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Sur la deuxième partie, sur la sanction non matérielle, du coup, je réponds un petit peu à la question pour gagner du temps. Effectivement, c'est quelque chose d'intéressant, puisque dans le cadre de ces incitations sélectives, on va avoir des sanctions, mais non matérielles, mais qui en réalité découlent, si tu veux, en leur essence même de ce qu'est la mobilisation. C'est que ceux qui se mobilisent, bah, très bien, ils sont cool, ils sont sympas, c'est un peu l'image qui est véhiculée. Je prends un exemple que tu connais. Dans le cadre de blocus, est-ce que ton lycée a déjà été bloqué? Oh, plus d'une fois, oui. Bon, voilà. Alors, si ton lycée a déjà été bloqué, je vais être concret. Ceux qui bloquent, c'est bien. Ceux qui bloquent pas, bah, c'est des collabos. Bon. Et ça, c'est une image qui est véhiculée dans dans les mobilisations, dans les syndicats, jusqu'à la CGT, et en finissant jusque dans les blocus de lycée. Bien, c'était une image, moi, qui me revenait. J'étais dans un lycée parisien et qui bloquait souvent, pas tout le temps, parce que le lycée Henri IV ne bloque pas toutes les semaines non plus, mais qui bloquait, c'était fréquent. On était sur tous les mois à peu près. C'était une période de mobilisation assez intense sur la réforme du bac, donc il y avait des mobilisations. Donc on remarquait que ceux qui se mobilisaient, bah, ils avaient un petit peu la sympathie du corps enseignant, qui était un peu, voire beaucoup politisé. Et du coup, ceux qui se mobilisaient pas, bon, bah, c'était un petit peu les collabos de service. Et bien sûr, c'est une image. Maintenant, dans notre exemple précis, qui est celui de la mobilisation syndicale, eh ben, ceux qui vont pas rentrer en voie de mobilisation, en voie d'action collective, et qui vont donc rester ce qu'on appelle la majorité silencieuse, c'est-à-dire, si tu veux, ne rien en penser, vont être stigmatisés, et en leur sein même vont pouvoir avoir et se ressentir des remords, puisque lorsqu'on n'est pas entré en voie de mobilisation, le syndicat auquel on appartient peut un petit peu nous titiller par rapport à ça. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant à observer. Voilà. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, hein. Une circulaire du leader syndical Gouvernec indique à propos des récalcitrants, tu vois, le terme qu'on utilise, on n'est pas dans collabo, mais on n'est pas loin, qu'il encourt la radiation des organismes mutuels et coopératifs et l'exclusion des réseaux d'entraide. Donc ça, c'est le point de vue matériel. Maintenant, un réseau d'entraide n'est pas forcément matériel. On peut s'entraider sur de la connaissance. La connaissance est plus importante que le matériel dans certains cas. On peut recourir à des réseaux. Et ces réseaux-là peuvent avoir un effet plus ou moins direct sur la carrière de chacun. Bon, ce sont des éléments qui constituent un tout. Et donc, si on est détaché de ce tout-là, eh ben, on arrive un petit peu sur une impasse pour les personnes syndiquées. Alors, Ok. bon, maintenant, bon, on a une petite illustration, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus, elle est intéressante à observer. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le paradoxe de l'action collective qui effectivement a été, peut-être pas établi, mais qui a été travaillé par Manco Rolson, et donc un sociologue suédois qui évoque l'idée selon laquelle il est individuellement irrationnel de participer à une action collective. C'est vrai, puisque on peut comprendre l'approche. Les coûts liés à la participation en termes financiers, mais aussi ne serait-ce qu'en termes de temps, puisque le temps c'est de l'argent, bah, sont individuels, alors que les gains sont collectifs. Donc en fait, si tu veux, t'as pas grand-chose à gagner. Bon, est-ce que c'est quelque chose que tu conçois? Hmm, pas vraiment. Quand tu dis pas vraiment, c'est que tu conçois pas ce qu'il dit, ou pour toi c'est tellement loin que... Ouais, c'est loin en fait. D'accord. C'est pas quelque chose enfin, auquel j'ai affaire tous les jours, quoi. Ouais, bon, je comprends. Ok, mais en tout cas, t'as saisi ce qu'est le paradoxe de la Ça paraît simple, je veux dire, c'est simplement expliqué. C'est Oui, qu'en gros, oui. ouais, t'as pas forcément intérêt à t'engager individuellement. Alors, ça, c'est un point important. Donc, j'insiste sur ça et après, on passe à autre chose. Les rétributions symboliques. Ça, c'est super important. Alors, les rétributions symboliques, bien évidemment, on va y avoir affaire dans le cadre de ce chapitre-là, mais pas forcément que dans ce chapitre-là, puisque ce sont des éléments qui vont découler en réalité
des incitations non officielles, donc qui peuvent exister par exemple pour les dirigeants qui peuvent trouver dans l'occupation de postes de pouvoir dans l'État ou dans l'organisation, des sources de revenus, etc., etc. Donc en fait, même si les simples militants ils n'ont pas accès à de tels avantages en nature ou en espèces, leur engagement leur procure d'une certaine manière des rétributions symboliques. Ça peut être le fait est d'être le sentiment d'appartenance en réalité, d'appartenance à une collectivité et donc à une cause. Et donc de servir cette cause-là, ça peut renforcer un sentiment de satisfaction. Bon, bien évidemment, c'est un sentiment immatériel, ça relève du subjectif. Tout un chacun n'a pas forcément et ne perçoit pas, et heureusement, les mêmes rétributions symboliques sur une action de militantisme. Bon. Mais certaines personnes vont pouvoir en être tout à fait honorées, satisfaites. C'est quelque chose qui mérite d'être étudié. Alors, je te laisse prendre connaissance du document, à part si c'est déjà fait. Non, j'ai pas lu encore. D'accord. C'est bon. Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais me répondre à la deuxième question, puisque la première, on l'a un petit peu ébauchée. En quoi les rétributions symboliques permettent-elles de répondre au paradoxe de l'action collective? Euh, je sais pas trop. Alors, en réalité, il faut voir ça comme un gain de consolation. Alors, c'est une image un petit peu enfantine, mais pourquoi? Parce que ce gain de consolation, ou ce lot de consolation qui va être ces rétributions symboliques, vont pouvoir répondre, mais de manière directe, à ce paradoxe soulevé par Olson, qui est celui du simple fait que s'engager de manière individuelle pour une cause collective, même si c'est évidemment louable, n'a pas de conséquences économiques euh, personnelles. Donc en réalité, à défaut de gagner de l'argent sur ça, bah, autant avoir un petit peu de satisfaction. C'est ce qu'il faut comprendre à travers cette question-là. C'est que les rétributions, bah, elles portent bien leur nom, elles sont symboliques. Parce que de toute façon, il y a pas d'enrichissement personnel, et tant mieux, parce que c'est pas le but du militantisme. Mais comme nous sommes dans une société et dans des sociétés où l'approche économique domine les autres, il faut bien évidemment prendre ce point de vue en... Ok. Ah, excuse-moi, j'ai eu un bug. À ce point de vue en compte, puisque en réalité, ce sont des éléments qui vont rentrer de manière directe dans le point de vue d'étude. Donc ça va être quelque chose d'important. Alors, et ce paradoxe de l'action collective va avoir des causes directes sur ce que vont pouvoir être le comportement des individus. Donc, c'est des choses qui sont intimement et intrinsèquement liées. Ah, est-ce que tu as des questions sur cette question-là? Euh, j'ai pas trop compris exactement ce que c'était les rétributions symboliques en fait. J'arrive pas à faire le lien avec ça. D'accord, alors je vais te le réexpliquer. Les rétributions symboliques, il faut percevoir cela comme un élément non matériel, un élément non matériel résultant d'une participation à un engagement collectif par un individu qui, par nature, est un individu solitaire. Donc en réalité, ça peut être quoi? Ça peut être une satisfaction morale d'avoir appartenu à un groupe et ce groupe qui est guidé par une cause, par une volonté d'exercer
Une pression, par exemple, ça peut être sur un gouvernement politique, ça peut être d'obtenir un gain de cause sur tel ou tel sujet. Donc ça va être une rétribution, une conséquence de cet engagement que les individus vont pouvoir ressentir, mais qui n'a aucun lien avec une quelconque rétribution non symbolique. Ça peut être, qu'est-ce qu'une rétribution non symbolique? A contrario, ça peut être du financement, ça peut être des avantages en nature. euh, c'est tout ça, mais en réalité, les rétributions symboliques du militantisme sont des éléments qu'on retrouve dans tous les bords politiques. C'est-à-dire que ça soit à gauche ou à droite, il y a les rétributions symboliques qui permettent de pouvoir y contribuer. C'est quelque chose d'important. Et il faut bien évidemment le prendre en compte. Ok. Alors, maintenant, sur le troisième point, ce que je voulais voir avec toi, c'était aussi montrer que l'augmentation du temps passé à militer peut s'accompagner d'une augmentation des rétributions symboliques. Et là, si tu réponds de manière pertinente à cette question, ça montrera que tu as, à mon avis, bien compris les enjeux de ce chapitre. Ça va être quoi le lien direct? Plus on augmente le temps, est-ce que si on augmente le temps, forcément il y a augmentation des rétributions symboliques ou pas vraiment? Et si oui, comment? Comment tu peux me montrer ça? Euh, je réfléchis. D'accord. En quelque sorte, ça renforce une identité là au niveau, par exemple, des militants. D'accord. Euh, et comme vous le disiez tout à l'heure, une satisfaction personnelle. Effectivement. Ça peut être des points de vue à prendre en compte. Maintenant, quelle peut être la conséquence mathématique? C'est-à-dire que si on augmente du temps sur ce genre d'activité, qu'est-ce que ça va donner de manière directe? Bah, une augmentation des rétributions symboliques. Oui, mais comment elles vont s'augmenter? Et pourquoi elles vont s'augmenter? Euh, je sais pas. D'accord. Alors, je vais te laisser peut-être réfléchir pas longtemps, mais une minute ou deux, et essayer de me rédiger une petite réponse, parce qu'à mon avis, la réponse, je pense que tu la connais, mais c'est un problème de formulation. Donc, il faut essayer de se repencher sur le document et de pouvoir cerner les enjeux. N'hésite pas si tu as une question, moi je reste là, bien évidemment. Ok. Est-ce que ça peut Oui, avoir un impact sur le sentiment d'appartenance des militants, par exemple? oui, tout à fait. Ok. Bah, plus on augmente le temps passé à militer, plus on peut avoir une certaine reconnaissance envers des personnes. Euh, Bah, du coup, le renforcement aussi du sentiment d'appartenance pour un groupe. Effectivement, ça, il faut le prendre en compte, mais de manière plus fine, si je pourrais dire, quelle va être la conséquence sur les rétributions symboliques? Est-ce que on va avoir un plus grand sentiment de satisfaction ou est-ce qu'en réalité, de manière subjective, c'est corrélé à tout un chacun? Qu'est-ce Bah, que tu je pense que c'est chaque personne qui le conçoit différemment. C'est ça. Donc en réalité, il faut nuancer la réponse à la troisième question. Ils essayent un peu de nous faire dire que de manière mathématique, il y aurait une conséquence. Oui, c'est vrai, mais ça dépend de chacun. À chacun, je veux dire, le principe des rétributions symboliques, c'est qu'elles sont surtout subjectives. Et que le paradoxe de l'action collective,
s'intéresse surtout aux individus. Donc, par nature, c'est quelque chose d'individuel. Donc, non, c'était juste pour voir si tu maîtrisais un petit peu la nuance, et c'est important en sociologie. Bon, Ok. alors, je pense qu'on a fait un tour sur le dossier 1. Le dossier 2, est-ce que tu le maîtrises? En fait, c'est comment les objets de l'action collective ont-ils évolué? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu maîtrises? Bah, je crois qu'on l'a pas vu en cours. En tout cas, ça me dit rien de nom. Si tu l'as pas vu en cours, il n'y a pas forcément un intérêt à ce qu'on le voit ensemble. Alors, ok. Alors, sur le dossier numéro 3, euh, les différents acteurs, est-ce que ça, tu l'as vu? Ouais, ça oui. D'accord, alors on va faire un petit point là. Alors, on peut faire le réagir très rapidement. Une mobilisation peut-elle se passer d'organisation militante? Bon, on a un manifestant lors de l'évacuation de la ZAD, zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, et une image de la CGT qui visiblement met le feu à quelque chose devant la fermeture du site Michelin de la Roche-sur-Yon le 10 octobre 2019. Alors, est-ce que tu pourrais répondre à la question? Elle est où la question? Normalement, tu vois pas l'écran? Je vois juste une image, je vois enfin, celle, la CGT, mais je vois pas la Non, première non. image. Normalement, il y a tu vois pas la première. Est-ce que là, tu vois la première image? Ah oui, là c'est bon. D'accord. Alors, la question, c'est immobilisation peut-elle se passer d'organisation militante? C'est ça la question. Bah, je pense pas, non. Ah bon? T'es sûr? Oh, une mobilisation peut-elle se passer? Ah bah si. Ah oui, enfin, j'avais pas bien compris la question. Ok, on va top. Alors oui, effectivement, ça peut se passer d'organisation militante, parce que là, l'individu qu'on voit dans la broussaille à Notre-Dame-des-Landes, visiblement, il est tout seul, hein. Je veux dire, c'est pas une organisation militante qui est constituée, qui est organisée, et donc en réalité, ça peut tout à fait s'en passer. Je prends un autre exemple, les gilets jaunes, enfin ce qu'il en reste, puis ça a continué un peu à perdurer dans certaines villes de France. Ça s'est évidemment arrêté, mais jusqu'en juillet 2023, c'était toujours le cas. Les gilets jaunes, c'est un ensemble d'individus qui sont liés par une volonté commune, c'est-à-dire la chute du gouvernement Macron, ou des gouvernements Macron. Et bien sûr, il y a pas mal de considérations économiques derrière, mais pour résumer, mais c'est pas du tout une organisation militante organisée. Elle n'est pas du tout organisée. C'est un conglomérat d'individus, c'est une somme d'individus, mais ça reste une somme. C'est pas une organisation collective avec une hiérarchie, avec des pôles. On est bien loin de là. Bon, c'est ce que l'image voulait nous faire, à mon avis, comprendre. Alors, bon, là, il y a un point sur l'association plutôt que les syndicats. Est-ce que ça, c'est un point que vous avez vu en classe? Euh, non. D'accord. Alors, ensuite, il y a un point sur les organisations traditionnelles peinent à mobiliser, mais ça, je pense que par nature, tu l'as saisi. Est-ce que tu souhaites qu'on puisse faire un point là-dessus? Oui, pourquoi pas. Alors, les organisations traditionnelles, effectivement, elles peinent à mobiliser. Le monde syndical, dans sa généralité, est touché par une espèce de bérésina. C'est qu'il n'y a vraiment plus personne qui veut rentrer en mobilisation. Et il y a environ 1%, 2% de taux de syndicalisation chez les moins de 30%. En sachant que le document il date de 2017, moi j'ai consulté les chiffres avant le cours. Là, on est à 0,3. Bon, 0,3% d'investissement syndical chez les jeunes de moins de 30 ans, c'est assez dérisoire. Oui, Ça montre bien que c'est pas quelque chose qui va vous capter, quoi. Enfin, nous non, capter. pas trop. Voilà. Donc, en réalité, les jeunes pensent de plus en plus, mais à juste titre, hein, pense de plus en plus à la fin du mois que à la fin à la fin du monde où je schématise bien sûr, il y a des jeunes qui sont engagés et tant mieux pour eux, mais on est dans une époque qui est assez incertaine politiquement, assez incertaine économiquement. Donc les organisations traditionnelles, les syndicats, bah, ils n'ont plus le même discours qu'à l'époque de tes parents où on sortait de l'après-guerre, on sortait du boom des années 70-80. Bon, on était à l'aube des années 2000, il y avait une incertitude.
on savait pas trop ce qu'allait être le deuxième millénaire. Là, on est bien ancré dedans. Il y a eu plusieurs crises économiques, il y a eu des crises sanitaires, il y a eu une explosion du télétravail, l'école n'est plus réellement formatrice. Donc les jeunes se posent des questions et c'est des questions tout à fait pertinentes. On est dans une époque où l'intelligence artificielle est en train d'exploser. La France va investir des centaines de milliards d'euros dans ce secteur d'ici 2030. Donc les schémas ne sont plus du tout les mêmes et du coup les syndicats, bah, ils ont plus tellement de discours en fait, hein. Parce que leur seule force c'est ça, c'est un petit peu le discours. Ou c'est pour reprendre une phrase de François Mitterrand, le ministère de la parole des syndicats. C'est qu'en fait leur seule arme c'est de parler et donc bah, forcément quand il n'y a plus rien à dire, on n'arrive plus trop à mobiliser. Bon. Alors, première question, quels sont les facteurs qui expliquent bah, du coup, je viens d'y répondre, mais est-ce que tu as, d'autres pistes? Non, parce que du coup, vous avez dit beaucoup de choses. Bah oui, mais c'est pour te donner des... Tu sais, je parle pas pour juste pour parler, c'est parce que je me dis que ça peut te donner des pistes. Mais effectivement, ouais, j'ai dit pas mal de choses, mais ça t'empêche pas, toi, d'avoir des pensées perso, hein. T'es pas obligé de croire tout ce que je dis. Alors, sur le... Bon, j'ai répondu, du coup, on passe à la deuxième question. Montrer que la distance vis-à-vis des organisations politiques traditionnelles s'appuie aussi sur une distance vis-à-vis de leur mode de fonctionnement. Alors, je peux projeter les autres documents, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être un petit peu inné, si tu as des idées. Euh, Bah, je te reformule la question. En gros, pourquoi des jeunes en ont franchement rien à faire euh, si tu veux, que d'aller... comment t'expliquer? enfin, si ce n'est que mon avis, je trouve que le gouvernement, il fait entre guillemets enfantin. Il n'explique pas vraiment enfin, leurs idées. Et en tout cas, ils vont pas au bout de leurs idées à chaque fois quand lors des campagnes électorales. Euh, je sais que enfin, c'est pas le genre de discussion qu'on a entre copines ou copains. Enfin, c'est tabou déjà comme sujet et puis même ça donne pas forcément envie. C'est très complexe. Il y a beaucoup de partis et chaque personne a sa propre idée, quoi. C'est ça, donc oui, effectivement. Et effectivement, c'est quelque chose que... Mais toi, de manière personnelle, tu trouves que le gouvernement actuel, c'est des rigolos? Ouais, c'est ça. Enfin, je trouve que ça fait pas vraiment sérieux. Ça fait pas digne d'être là où ils sont, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais je vois très bien de quoi tu parles, Léa. En fait, c'est ce qu'on appelle la décrédibilisation du champ politique. C'est quelque chose qui a été théorisé par Pierre Bourdieu dans les années 80, 85, dans La noblesse d'État. C'est un super livre que je te conseille de lire. Donc de ce grand sociologue qui est Pierre Bourdieu et qui avait théorisé ce côté un peu clownesque. C'est des clowns en gros, hein, mais ça a toujours été le cas, hein, depuis un certain temps. C'est que les politiques n'arrivent plus du tout à rendre sérieux quoi que ce soit. Et donc les syndicats, parce qu'ils travaillent ensemble, hein, c'est un petit peu l'antichambre de la politique, le syndicat l'isme ne va plus réussir à capter les jeunes. Tiens, qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui en France en a à faire que ça soit euh, Jean-Luc Mélenchon, bon, peut-être que là j'abuse, ou que ça soit en tout cas la gauche ou le centre ou quoi, on voit plus trop les différences. C'est qu'en réalité, il n'y a plus vraiment de différence. C'est juste des discours dans le sens, dans le vide, mais en réalité, par rapport aux actions économiques qui sont entreprises, pas réellement de différence. Après, bien sûr, ne jamais tomber dans les extrêmes, c'est le but de la démocratie, mais au milieu, il y a un gros brouillard. Et ce brouillard-là, bah, les jeunes s'en fichent un petit peu, quoi. Qui Et je pensent un trouve peu que ça à quoi. s'est vachement accéléré. En tout cas, enfin, mon sentiment à moi, il s'est vachement accéléré à partir du Covid. C'est-à-dire pourquoi à partir du Covid? Alors déjà, j'étais plus jeune avant, mais Ah oui, ça c'est sûr. enfin, déjà, on était plus chez nous, donc forcément, on regardait plus la télé. Ouais. Mais après cette période-là de Covid, où tout le monde est revenu dans les écoles, dans leur établissement, etc., bah, je trouve que du coup, enfin, on les prenait plus du tout au sérieux, quoi. Ah, c'est ça, parce que bon, après le Covid, ça a été quelque chose de compliqué à gérer pour tout le monde, mais c'est sûr que depuis cette époque-là, ouais, il y a une forme de décrédibilisation totale, hein. C'est-à-dire les confinements, déconfinements, l'économie, même l'économie actuelle, je veux dire.
elle est assez difficile. Hein, c'est difficile de pouvoir s'en sortir de manière macroéconomique. Si tu vois tous les États européens, ils sont un petit peu en difficulté parce qu'on a beaucoup injecté de liquidités. C'est que la Banque Centrale Européenne a beaucoup injecté il y a environ 2 ans. La machine à billets, la planche à billets a beaucoup tourné. Donc maintenant, bah, nous, en réalité, le petit État qu'on est, c'est la France au niveau mondial, bien sûr, je sais qu'on est une grande puissance, mais au niveau mondial et de manière économique, bah, on n'arrive plus trop à s'en sortir. Et l'économie et la socio sont de manière intrinsèquement liées. Je veux dire, si le pays va bien politiquement, bah, paradoxalement, l'engagement militant et associatif, lui, sera assez important. Mais là, on est dans un pays qui va mal. Donc forcément, l'antichambre ou l'arrière-boutique, qui est le militantisme, bah, il a plus rien à dire, tu vois, parce que d'emblée, ça marche pas. Ouais, Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre bien évidemment en compte. Après, l'évolution des formes d'engagement, en réalité, elle est portée par certains jeunes. Je pense ici à Greta Thunberg, même si elle est un petit peu passée de mode. Hein, c'est plus trop, on n'en parle plus trop. Et je pense que, en fait, de manière, après, c'est mon avis, mais je pense que à force de communiquer, on tue la communication, on tue le militantisme. Et du coup, après, on finit par avoir plus aucune crédibilité, en fait. Hein. Donc, il y a des jeunes qui continuent à s'engager, mais ça reste quand même minoritaire. Ou alors, quand c'est le cas, bah, on en parle. Justement, Greta Thunberg ou d'autres exemples. Est-ce que tu as des exemples de jeunes qui sont engagés politiquement? euh, Bah, Louis Boyard. Tiens, bah, je prends l'exemple de... ah oui, c'est pas un maire qui a voulu enfin, qui s'est Alors, présenté aux élections, mais qui n'a pas été pris au alors, sérieux. ouais, alors c'est un député français actuel, hein, donc sous la législature actuelle, mais qui a voulu se présenter à Villeneuve-Saint-Georges, donc c'est une ville de banlieue parisienne, mais il a pas réussi. Voilà, c'est un jeune il est plutôt jeune, hein, il a moins de 30 ans, mais il n'a pas réussi à s'élire parce que pas crédible en fait. Hein. Parce que pas crédible, et du coup, bah c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Les jeunes trouvent les politiques pas crédibles, mais quand des moins jeunes doivent voter, bah, ils vont pas voter pour le plus jeune. Bon. Et du coup, on n'y arrive plus trop. Alors, sur les troisièmes et autres questions, je pense qu'on y a répondu, donc je ne vais pas forcément les faire. Donc, je vais passer au B. Alors, les répertoires d'action collective, on vient de les voir. Donc je vais pas. Enfin, on les avait vus la dernière fois pour être plus précis, et on les a un peu vus. Je vais peut-être faire un point là sur le happening. Est-ce que tu sais ce que c'est un happening? Ça me dit quelque chose. Alors un happening, c'est de capter l'attention, donc c'est simplement c'est la traduction. Maintenant dans l'analyse, c'est quoi? Bah, ça peut être là, il y a une image. Est-ce que tu la vois l'image avec la corrida? Ah oui, c'est pas le die-in, je crois que ça s'appelle comme ça. Sit-in. C'est le sit-in, tu veux dire? Ah oui, c'est ça plutôt, oui. Ouais, c'est le sit-in, ouais, effectivement, c'est effectivement de pouvoir capter l'attention. Donc là, c'est une performance anti-corrida à Bordeaux d'un comité qui est vraiment opposé à la corrida. Donc c'est le comité radicalement anti-corrida Europe. C'est le CRAC en 2015. Voilà. Et là, en 93, ça c'est un moment d'histoire, l'association ACT UP a recouvert l'obélisque de la place de la Concorde à Paris d'un préservatif géant à l'occasion de la journée mondiale contre le sida. Ouais, ça j'ai vu, on a vu une vidéo en cours avec notre prof. Voilà. Donc Act Up, ça a donné un film très connu, 120 battements par minute. Est-ce que tu le connais, ce film? Bah, on l'a regardé la semaine dernière. Ah bah c'est parfait. Parfait. J'ai rien à dire. Alors, c'est un bon film parce qu'il montre effectivement cette problématique-là, qui est le militantisme dans les années 90 par rapport à la séropositivité, mais aussi qui montre des moments d'engagement politique qui ont fait maintenant l'histoire. Je veux dire, ce truc-là avec le préservatif, ça a fait beaucoup jaser. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Bon. Alors maintenant, il y a un point là, intéressant, on l'avait vu la dernière fois, mais le lobbying interne et lobbying externe. Alors, le lobbying interne, comme là il nous est rappelé, c'est ce qui se fait directement à destination des décideurs politiques. Donc ça va être par exemple, je t'en avais parlé par rapport aux pesticides, aller directement parler avec les dirigeants et en essayant de faire valoir sa position économique, donc l'introduction ou le renforcement des pesticides en France. Bon. Et le lobbying externe, ça va être celui qui va chercher à influencer l'opinion publique.
Donc c'est par exemple ce qu'on voit avec Elon Musk, ce qu'il est en train de faire là de manière tout à fait assez fine sur les élections en Allemagne, sur certains pays en Europe, notamment le Danemark. Il est en train si tu veux, de s'immiscer dans la vie politique et la vie militante de ces pays par du lobbying externe qui se fait donc sur X, anciennement Twitter, et donc qui n'a qu'un but, c'est d'influencer l'opinion publique sur des mouvements d'extrême droite ou de droite radicale. Bon. C'est ça la distinction entre les deux. Est-ce que c'est plutôt clair? Oui, ça va, oui. Ok. Alors là, on arrive sur un point que j'aime bien, c'est bon, les TD, etc. Là, on n'aura pas le temps d'en faire un, mais là, il y a un cours qui mérite d'être vu, mais je pense que tu le connais plutôt bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, ça va te rafraîchir un peu la mémoire, vérifier les affirmations. Alors, le taux de syndicalisation a diminué en France depuis les années 70. Vrai ou faux? Vrai, C'est vrai, effectivement. Le paradoxe de l'action collective explique qu'un mouvement social peut réussir alors que ses revendications sont peu partagées par la population. faux, C'est bien. Toutes les formes de conflit du travail diminuent pardon, depuis que les syndicats perdent des effectifs. euh, oui, c'est vrai. Oui, mais on peut nuancer en disant il y a des mutations, hein. Les formes de conflit du travail restent en vigueur, il y a toujours des conflits du travail, mais il y a une mutation. Donc ça diminue, mais avec mutation. Alors, les mouvements sociaux ont un recours croissant à la médiatisation, mais aussi à l'expertise. C'est vrai. C'est vrai, effectivement. On remarque que sur les plateaux de télé, souvent des chaînes d'infos en continu, il y a pas mal de pseudo-experts qui font partie des groupes militants. On ne peut pas parler de mouvement social si une manifestation n'est pas organisée par un syndicat. Faux, Bien. Consommer peut permettre une forme d'engagement politique. vrai. C'est vrai. Les coordinations sont éphémères et ne peuvent être classées dans les mouvements sociaux. Euh, faux. Effectivement, ouais. Alors, définir les principales notions. Choisissez là ou les bonnes réponses. Les incitations sélectives. Alors, A, B ou C? A. Alors, pourquoi c'est la A? euh, Ah, ben non, c'est la B. Très J'ai bien. pas lu jusqu'au bout. C'est la B, ouais, effectivement, c'est la B. Donc, ce sont les avantages accordés à une organisation dont la mobilisation a réussi. Alors, 2, la structure des opportunités politiques, c'est la A, la B ou la C? La C. Alors, effectivement, c'est la C. Elle désigne la façon dont les pouvoirs publics ou les partis d'opposition peuvent profiter d'un mouvement social. Donc, c'est juste. Ensuite, la théorie des nouveaux mouvements sociaux, les NMS, s'appuie sur l'idée d'un déclin des conflits du travail. Elle a été remise en cause par la croissance du taux de syndicalisation ou considère que l'on se détourne progressivement des organisations militantes hiérarchiques. A et B. Alors, effectivement, A et B. Et pourquoi A et B? Euh, Bah, le déclin des conflits du travail, c'est que il y a de moins en moins de personnes qui... Non, justement, il y a de plus en plus de personnes qui ont des conflits au travail, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais... Non, j'ai tout à fait compris ce que tu voulais dire. Oui, en réalité, c'est ça. C'est que les nouveaux mouvements sociaux vont être un petit peu différents en leur forme et en leurs conséquences. Donc, en réalité, bah, ils s'appuient du coup de fait hein, par un déclin, un constat de déclin des conflits du travail. Et c'est une théorie qui a été plutôt remise en cause par la croissance du taux de syndicalisation. Donc, c'est quelque chose qui est important à souligner, hein, la théorie des nouveaux mouvements sociaux, il faut que ça soit pris en compte. Alors, maintenant, allez, on va faire cet exercice-là. Moi, je le faisais pas mal à ton époque. C'est un exercice intéressant. Alors, complétez le texte ci-dessous à l'aide des termes suivants. Alors, je te laisse me faire la première colonne. Est-ce que déjà, tu as compris l'exercice? Oui, oui, oui. D'accord.
Ok, c'est bon. Le A, c'est selon l'action collective. Alors, effectivement, ouais, action collective, donc c'est le 3. Oui. Le B, c'est comportement de passagers clandestins. Bien, Ensuite, c'est tirer un bénéfice. oui, Après, c'est le coût. ouais, c'est ça. Euh, Incitation. Ah, là, j'ai un doute. Politique. Alors, là, t'es quoi? T'es au E? F. Alors, Ah, j'ai pas l'existence, vu le E, pardon. ouais, il y avait le E. Alors, qu'est-ce que tu dis pour le E? Bah, du coup, le E, c'est rationnel. C'est ça. Ensuite, incitation. Politique ou sélective, je sais pas. Ah, c'est sélective. Sélective. Ok, bien. Alors, maintenant, pour le G et le H, du coup. Alors, qu'est-ce que ça va être? Bah, des rétributions symboliques C'est ça. et des opportunités politiques. Absolument. Ça va, c'est tout à fait ça. Très bien. Bah écoute, je pense que tu es sur la bonne voie, Léa, pour ton évaluation. Mais de manière générale, je trouve que ces cours particuliers, enfin ces cours tout simples, en réalité, c'est des cours, hein, te sont tout à fait bénéfiques. Parce que je trouve que par rapport à notre première séance, tu te consacres plus d'importance aux détails, tu fais plus tu tiens plus un intérêt à ce que tu dis, etc. Donc, je trouve que tu en profites bien de ces cours-là. Donc, c'est tout à fait à ton honneur. Maintenant, par rapport aux détails, donc, il faut continuer et poursuivre tes efforts. Bien évidemment, un diaporama te sera envoyé tout à l'heure dans la soirée, mais il faut axer l'analyse en réalité, sur ce que tu souhaites faire après tes études. J'ai bien compris, ça n'avait pas forcément de relation avec les SES, mais il faut prendre en compte l'intérêt de tout ça pour Parcoursup. Donc en Oui, réalité, ça peut toujours servir, mais c'est juste que là, ça commence à être compliqué au niveau des notes. au niveau des notes, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au niveau des notes? Bah, l'année dernière, j'étais à quasiment 15 de moyenne toute l'année, enfin entre 12 et 15. Ouais. Et cette année, bah, là, je suis entre 8 et 9, quoi. Une moyenne générale? Non, moyenne que en SES. Qu'est-ce qui se passe en SES? Qu'est-ce qui cloche? Bah, en fait, j'ai l'impression de comprendre en cours, même s'il y a des fois, il y a des petites parties où je comprends pas, mais en globalité, j'arrive à comprendre, à le restituer chez moi. D'accord? Les définitions, en général, je les connais par cœur parce que je les apprends. Mais Ouais. arrivé, genre, le jour de l'évaluation, bah, alors soit c'est moi qui Alors, perds mes alors, moyens, soit je alors, comprends pas. Léa, je vais te dire, moi je suis passé par là, je vais être honnête avec toi, moi je suis passé par là, mais dans le sens inverse. C'est que moi j'avais pris la SES en première année, c'est en première tout simplement. Je m'en sortais, d'accord, mais j'avais aussi ce problème-là, c'est que j'étais confronté c'était pas la page blanche non plus pendant les évaluations, mais parfois j'avais un peu de mal à remettre en forme ce que j'avais envie de dire. Donc en fait, ce que moi j'ai fait, et ce qui m'a permis d'avoir 20 à l'épreuve de SES, c'est un peu barbare, mais c'est de faire pas mal d'exercices. Quand je dis pas mal, c'est plusieurs manuels d'emblée et sur l'année, bien sûr, je ne les ai pas fait en 15 jours, mais avec la correction à chaque fois, je trouvais ou que parfois je prenais des cours particuliers à cet effet-là, et ça me permettait en fait d'être confronté à tout ce qui pouvait être fait, tu vois. C'est comme si tu rentres dans un supermarché, il faut que tu sois confronté à tous les types, toutes les gammes de produits dans le but de l'évaluation, en sachant que l'évaluation, que ce soit au niveau national ou local, à 95% des cas, est tiré soit d'un manuel, soit si tu veux, d'une liste de documents. Je veux dire, les documents, ils ne les inventent pas. Souvent, c'est repris des manuels. Donc, il faut aussi passer par ce travail-là, ce travail un peu barbare, qui est de faire pas tout l'exercice possible. Ça, c'est un extrême. Je veux dire, moi, j'avais un but bien précis derrière. Mais à mon avis, sur ton projet professionnel, il faut peut-être pas tomber dans un extrême, il faut être au milieu et donc avoir un petit peu ce rapport à la SES qui est un peu plus que y consacrer juste une relecture du manuel ou une relecture rapide du cours. C'est-à-dire, ça suffira pas. Parce que si tu es passé de 15 à 8, c'est qu'il y a en réalité peut-être un problème de travail, non pas personnel, mais de travail efficace, tu vois. On peut Ouais, y je pense que c'est ça. voilà,
On peut y consacrer 3 heures, 4 heures par semaine, ça ne changera rien. En réalité, il faut que le travail soit précis. Il faut que les exercices ciblés soient intéressants. Il ne faut pas juste réviser pour réviser, tu vois. Pour ça que notre stage de révision a ce côté-là intéressant, mais dans le cadre jusqu'à la fin de l'année, il faut voir bien sûr sur ton travail en dehors de ces cours particuliers et en dehors aussi des cours qui te sont donnés en lycée, travailler de manière plus précise les éléments, parce que un cours ne peut pas se substituer à un travail efficace. Ça, c'est Ouais, je suis d'accord. un point qu'il faut retenir. Mais en tout cas, moi, je pense que tu es sur une bonne pente. Je pense que notre volume hebdomadaire te convient bien. Je pense qu'une heure, ça permet non pas de faire un tour, loin de là, l'idée de dire ça, mais en tout cas de pouvoir cibler au moins un petit peu ce que tu aimerais faire. Donc, pour la semaine prochaine, si tu souhaites voir quelque chose en particulier, bah, dans le mieux, me l'adresser au moins 2 jours ou une journée avant, ça suffit pour que je puisse regarder et, euh, et m'indiquer. Parce que je crois que la semaine prochaine, c'est la semaine du stage. Stage? Oui, on a un stage de Ah oui, révision. oui, oui, c'est ça, c'est de lundi à mercredi. Et Ouais. juste, c'est que après les vacances, alors pas la semaine après, mais la semaine, Ouais. 2 semaines après les vacances, j'ai un bac blanc d'SES qui portera sur tous les chapitres depuis le début de l'année qu'on a vu. Alors, moi, j'en profite de ce moment-là un petit peu d'échange par rapport à cette échéance hein, de bac blanc par rapport à tous les chapitres qu'on a vus depuis le début de l'année. Nous, sur le stage de révision, donc c'est un stage, si mes souvenirs sont bons, de 3 heures. Hein. Enfin, c'est 1 heure du lundi au mercredi. Oui, c'est ça. On aura le temps de voir un chapitre, je veux dire, si on va à fond, un chapitre soit en éco, soit en sociaux. Et après, par rapport à la deuxième semaine après la rentrée, à moins qu'on augmente le volume horaire des cours, on n'aura pas vu, mais loin de là, hein, on n'aura vraiment pas vu tous les chapitres depuis le début de l'année, parce qu'en 1 heure par semaine, on est très très limité sur ce qu'on peut voir. Donc Bah, je vais regarder sur ceux où j'ai vraiment du mal et je vous tiendrai au courant. c'est ça. Et moi, je pense que c'est mieux de cibler comme ça, de profiter du stage pour faire ce qu'on peut. Après, s'il y a besoin de colmater sur la semaine avant le bac blanc, il faudra. Mais il est prévu quand ce bac blanc? Je crois que c'est le jeudi, dans 2 semaines après les vacances. D'accord, d'accord. Bon, on va regarder ce qui est possible de faire. Bon, est-ce que tu as d'autres questions? Non. D'accord. Alors, le diaporama te sera envoyé donc en début de soirée. Avec ces éléments-là, je ferai un compte rendu sur la séance, bien évidemment. Et je reste à ta disposition jusqu'à la prochaine séance si tu as besoin de quoi que ce soit, pas sur le groupe. Et je t'enverrai le diaporama. Donc, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu souhaites qu'on puisse faire pendant le stage? Tu as un chapitre déjà que tu aimerais travailler? Comme ça, non. Il faudra que je regarde, parce que je sais qu'il y en a un qui me dérangeait, mais je sais plus du tout le nom. D'accord. Bah, tu me tiens au courant et on regardera ça ensemble. Ok. Bon, bah merci à toi, Léa, pour ton attention et je te souhaite une bonne semaine. À vous aussi, au revoir. Merci.